Voilà, troisième partie de cette émission avec l'actualité politique et parlementaire. Saveria, on démarre tout de suite avec vous, avec l'actu. Bonjour Cyril, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. La loi agriculture et alimentation rejetée par le Sénat. Les sénateurs ont adopté une question préalable qui met fin à l'examen du texte. Ils protestent contre l'immixtion du gouvernement dans leur travail. On en parle avec mon invité, le sénateur Henri Cabanel. Nouvelles auditions dans l'affaire Benalla. C'est à suivre en direct sur notre antenne juste après cette émission. Hier, nouveau rebondissement. Mediapart publie une photo d'Alexandre Benalla qui jette le trouble. Et puis on va terminer avec les finances locales. Les élus locaux réunis à Marseille aujourd'hui. La Cour des comptes qui distribue des bons points aux collectivités. Elles ont su encaisser le choc de la baisse des dotations. Voilà, je vous le disais en titre, la loi agriculture et alimentation rejetée par le Sénat. Les sénateurs qui ont adopté une question préalable qui met fin à l'examen du texte. Ils protestent contre l'attitude du gouvernement qui n'a retenu aucune des améliorations proposées dans cette loi agricole. Les explications de Julie Hulin. Pour l'adoption 276 contre 49, le Sénat a adopté et le projet de loi est donc rejeté. Une discussion générale, une question préalable, et puis s'en va. Les sénateurs ont choisi de refuser le débat pour la seconde lecture du texte de la loi agriculture et alimentation. Je constate que la majorité sénatoriale souhaite rejeter le texte. J'en prends acte, je le regrette, c'est une posture politique que je regrette. Une majorité sénatoriale qui a souhaité taper du poing sur la table après l'échec de la commission mixte paritaire qui devait permettre de s'accorder sur une version du texte commune aux députés et sénateurs. Non seulement le texte qui nous est transmis ne peut nous convenir, mais tout effort pour l'amender serait inutile puisque nous savons désormais au terme de la CMP qu'aucun de nos apports ne serait repris. On voit bien que tout cela n'a pas de sens, ou plutôt que tout ce qui ne vient pas d'un élu de la République en marche est rejeté sans aucune bienveillance. Malgré leur désaccord, les sénateurs républicains, centristes et socialistes ont donc voté ensemble hier soir la question préalable qui permet le rejet de la totalité du texte. Au centre des débats, la question du revenu des agriculteurs. Au sujet de la rémunération des agriculteurs, l'État refuse d'assumer le rôle de régulateur de la puissance publique et pourtant ce serait une impérieuse nécessité. Ce projet de loi est sans saveur et ne pose en aucun cas les bases d'un revenu paysan, alors que cet élément était la priorité à la sortie des États généraux de l'alimentation. Les sénateurs ont annoncé hier la mise en place d'un groupe de travail pour évaluer les conséquences du projet de loi et peut-être saisir le Conseil constitutionnel. Le texte doit être définitivement adopté mardi prochain par l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. L'affaire Benalla et les auditions qui reprennent ce matin. Hier, nouveau rebondissement. Mediapart publie une photo où l'ancien chargé de mission de l'Élysée exhibe une arme alors qu'il ne possédait pas à l'époque de permis de port d'armes. Jérôme Rabier. C'est une nouvelle révélation qui met à mal l'image qu'Alexandre Benalla souhaite faire passer lors de ses prises de parole. Loin du jeune homme carré et connaissant les règles de déontologie qu'il souhaite véhiculer, Mediapart révèle que l'ancien adjoint au chef de cabinet de l'Élysée s'est fait photographier avec son arme lors de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Il était alors employé par l'équipe de campagne du candidat et la règle était claire pour l'ancien directeur de campagne. Je peux vous confirmer que M. Benalla disposait d'un port d'armes dans le cadre de la campagne présidentielle, uniquement dans les locaux du siège de la campagne. Mais plus grave, Alexandre Benalla a lui-même reconnu devant les sénateurs que sa demande de port d'armes avait été refusée pour la campagne présidentielle. Sur le premier port d'armes est intervenue une décision de Frédéric Auréal, chef du SDLP, qui n'a pas souhaité que je puisse porter une arme pendant cette campagne présidentielle. Alors quand ils ont découvert le cliché, les sénateurs ont eu l'impression que toute la vérité n'avait pas été dite lors de son audition la semaine dernière. Nous avons entendu, je vois, j'entends, je lis et je constate que le champ des contradictions prospère. Ça démontre bien qu'il aurait menti également sur les questions relatives à son port d'armes. Donc la vérité officielle de l'Élysée n'est visiblement pas une vérité. Mais Alexandre Benalla a davantage péché par omission que par mensonge devant les sénateurs sur cette question du port d'armes pendant la campagne. Pour rappel, le parjure devant une commission d'enquête parlementaire est un délit passible de 5 ans d'emprisonnement
et de 75 000 € d'amende. Voilà, vous êtes dans Territoire Sénat, troisième partie de cette émission avec l'actu politique et parlementaire. Et on passe à l'œil de Tam Trinh sur l'affaire Benalla dans un instant. Bonjour Tam. Bonjour Cyril. Bonjour Tam. Bonjour Saveria. Voilà, on vient d'en parler, une nouvelle série d'auditions à suivre en direct sur notre antenne dans l'affaire Benalla. Et hier, l'affaire Benalla justement a connu de nouveaux rebondissements. Oui, c'est ce que l'on a bien pu comprendre à travers le sujet de Jérôme Rabier. Hier, donc, une photo publiée par Mediapart montre Alexandre Benalla, arme à la main, en mode selfie. Le cliché est daté. Il a été pris le 28 avril 2017, c'est-à-dire en pleine campagne présidentielle. Problème, la semaine dernière, devant la commission d'enquête du Sénat, lors de cette audition très suivie, Alexandre Benalla a expliqué qu'à cette époque, le ministère de l'Intérieur lui a refusé l'autorisation du port d'armes. Et au Monde, en revanche, plus d'un mois plus tôt, le 26 juillet, il avait raconté avoir obtenu de la préfecture de police l'autorisation de détenir des armes, mais dans le QG uniquement. Bref, Alexandre Benalla se contredit, alors même que cette question du port d'armes, elle est centrale, elle est au cœur de ce flou, de tous ces points d'interrogation dans la commission d'enquête sénatoriale. On a vraiment besoin de savoir les raisons pour lesquelles il a obtenu ce permis de port d'armes alors qu'il travaillait à l'Élysée. Alors du côté de la justice, une enquête a été ouverte sur cette photo. Du côté des sénateurs, on relève donc, vous l'avez entendu, que le champ des contradictions prospère. Ce sont les mots de Jean-Pierre Sueur. Mais on ne parle pas encore de parjure. On peut tout de même se poser la question de savoir s'il va falloir réentendre Alexandre Benalla pour faire un peu plus de clarté sur ses propos. Mais cette photo, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle va à l'encontre de l'impression de sérieux, de précision laissée par l'audition d'Alexandre Benalla la semaine dernière. Pour rappel, à l'époque, le chargé de mission de l'Élysée a nié tout au long de son audition s'être jamais occupé de la sécurité rapprochée d'Emmanuel Macron. On se rappelle de ces mots. Je n'ai jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron, qu'il soit candidat ou président de la République. Et alors justement, l'objectif Tam, de ces auditions ce matin, c'est de mieux cerner le travail de ceux qui sont chargés de la protection rapprochée du chef de l'État. Et oui, puisque la sécurité rapprochée du président de la République, elle dépend uniquement de deux entités, le GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République, et puis le commandement militaire. En clair, il n'y a que des gendarmes et des policiers qui ont le droit de s'assurer de la sécurité rapprochée du président de la République. On va en savoir donc un peu plus ce matin sur le mode normal de fonctionnement du GSPR, avec tout d'abord l'audition de Michel Bénard, préfet, ancien chef du GSPR. Il l'a été de 2007 à 2012 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, dont il est un proche d'ailleurs depuis des années. Pour l'anecdote, d'ailleurs, il est aujourd'hui directeur de la sécurité du PSG. Ça ne s'invente pas, bien sûr, le club qu'aime passionnément Nicolas Sarkozy. À 10h30, on va également avoir l'audition de Jean-Paul Selet, préfet, ancien directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, le CNAPS. Il sera également accompagné de directeur de cabinet. Et puis enfin, on va avoir le professeur de criminologie, Alain Bauer. Bref, ce sont plutôt des experts que des proches de l'enquête. Et les esprits, on peut le penser, vont être beaucoup plus calmes. Ils seront tous sous serment, Tam ? Ah oui, devant une commission d'enquête, on est nécessairement sous serment, mais on a du mal à imaginer les raisons pour lesquelles ils pourraient avoir envie de cacher des faits. Alors d'autant plus, Tam, que les relations entre l'exécutif et le Sénat semblent un peu s'améliorer. C'est en tout cas ce qui est apparu hier. Quand vous avez interrogé Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, on va l'écouter, elle était à votre micro hier. Je me suis contentée de rappeler les principes constitutionnels qui président à nos diverses fonctions et actions. Il ne m'appartient pas de porter un jugement sur ce que fait le Parlement, que je respecte pleinement. Voilà Nicole Belloubet qui met donc la pédale douce sur ses critiques à l'égard de la commission d'enquête. Oui, en tout cas, elle minimise sa tribune sur le sujet, sur la commission d'enquête, ses interventions dans les médias où elle alertait sur les risques d'interférence entre la commission d'enquête parlementaire et l'enquête judiciaire avec l'audition d'Alexandre Benalla. On se rappelle aussi bien sûr des attaques frontales qu'il y avait pu avoir de Christophe Castaner ou encore de Benjamin Griveaux qui a lui mis en cause la déontologie de la commission d'enquête. Nicole Belloubet, elle, manifestement hier, elle ne voulait plus du tout mettre de l'huile sur le feu.
Il faut dire aussi que quelques minutes plus tard, elle allait être auditionnée. Elle l'a été hier par la commission des lois, commission présidée par Philippe Bas sur justement sa réforme de la justice. Impossible donc de laisser les crispations entre l'exécutif et le Sénat interférer ainsi sur un texte, s'étaler ainsi au grand jour. Au Sénat d'ailleurs, il y a beaucoup de parlementaires qui jugent que cette fois-ci, il faudrait tourner la page, qu'on ne peut plus passer autant de temps sur l'affaire Benalla, qu'il faut passer à l'examen des textes. Mais les avis, ils sont très contrastés dans les couloirs du Sénat. Certains aussi se frottent les mains. Hier, je pouvais entendre certains sénateurs me confier, après les derniers rebondissements de l'affaire, l'affaire Benalla saison 1, j'ai bien aimé, mais la saison 2, je commence à adorer. Merci beaucoup, Tam. Merci pour cet éclairage. On passe maintenant à un autre sujet, mais qui concerne également les sénateurs, la santé financière des collectivités qui s'améliore. C'est la Cour des comptes qui le souligne, alors que les élus locaux sont réunis aujourd'hui à Marseille. On en a parlé. Les collectivités ont su encaisser le choc de la baisse des dotations. Les explications de Cécile Sixou. Ça va mieux, la santé financière des collectivités territoriales s'améliore. La Cour des comptes est formelle en faisant le choix de baisser les dotations entre 2013 et 2017 de 19%. L'État a réussi son coup, les collectivités ont moins dépensé. Depuis que l'État a réduit ses dotations en direction des collectivités territoriales, il y a eu une prise de conscience plus forte qui a contribué à un effort de maîtrise de l'évolution de la dépense des collectivités territoriales. La maîtrise des dépenses est saluée, mais elle a pour conséquence pour la Cour des comptes une augmentation de la fiscalité locale de 3,7% entre 2013 et 2017. En 2018, le gouvernement a changé de cap, plus de baisse de dotation, mais la signature d'un contrat avec l'État. Un dispositif de contractualisation avec les 320 plus grandes collectivités qui a été mis en place et qui prévoit également une augmentation de 1,2 de leurs dépenses. Si l'objectif n'est pas respecté, il peut y avoir des pénalités financières. Pénaliser financièrement les collectivités si elles ne respectent pas le contrat passé avec l'État, un outil pas suffisant pour les sages de la Cour des comptes qui préconisent un retour en complément à une baisse des dotations. L'Aquarius va finalement accoster à Malte, décision prise après que la France ait refusé hier d'accueillir les 58 migrants à Marseille. Et après Malte, ils seront immédiatement répartis dans d'autres pays européens. C'est une situation qui divise bien sûr la classe politique. Samia Dechir. C'est finalement à Malte que va accoster l'Aquarius. Le navire, affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, avait demandé à débarquer à Marseille 58 migrants recueillis en mer. La France a refusé de l'accueillir, invoquant le droit maritime. Le navire se situe actuellement à 100 000 nautiques au sud de l'île de Malte. Il entre dans la zone de sauvetage sous la responsabilité de Malte. Le président de la République, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, s'en est entretenu avec le Premier ministre maltais et comme nous le faisons chaque fois, nous ferons, oui, notre devoir. Aucun des migrants ne restera à Malte. Ils seront immédiatement répartis dans d'autres pays européens. En France, l'accueil de ces migrants divise la classe politique. La droite y est hostile. La vraie question, c'est quand est-ce que l'Europe va faire respecter le droit international aux ONG et notamment aux gens qui gouvernent l'Aquarius. Aujourd'hui, l'Aquarius est devenu un taxi. Voilà. À gauche, en revanche, on veut croire que la France peut prendre sa part de responsabilité. Moi, je pense que la France devrait accueillir, puisqu'on ne peut pas indéfiniment dire non quand d'autres pays en Europe accueillent. Dans le cadre d'un accord avec la France et l'Espagne, le Portugal s'est engagé à en accueillir 10. Paris et Madrid n'ont en revanche annoncé aucun chiffre. Voilà, retour à territoire Sénat, place dans un instant au face-à-face. Et l'interview politique, le face-à-face aujourd'hui, Saveria. Vous recevez Henri Cabanel, le sénateur socialiste de l'Hérault. Bonjour, merci d'être là. Bonjour Monsieur Cabanel, merci d'être notre invité ce matin. On va bien sûr parler avec vous de cette loi agriculture-alimentation, une loi qui a été rejetée hier soir par le Sénat. Mais avant justement de parler des raisons de ce rejet, je vous propose d'écouter Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, qui s'est exprimé à ce sujet hier soir.
J'ai bien entendu les déclarations, les propos qui ont été tenus, mais je voudrais aussi vous rassurer, vous dire que le gouvernement est bien évidemment très attaché, et plus que jamais attaché au bicamérisme, et que j'ai le plus profond respect pour les sénatrices et les sénateurs qui sont ici, et pour le travail et la qualité du dialogue que nous avons mené durant nos travaux en première lecture. Henri Cabanel, une réaction après les propos du ministre et donc le rejet du texte hier soir par le Sénat avant même son examen. Mais le ministre s'est exprimé hier en disant qu'il respectait le Sénat. Moi, je lui ai dit dans mon intervention qu'il avait une vision étriquée du bicamérisme, parce que respecter le Sénat, c'est avant tout l'entendre, mais aussi l'écouter. Je pense que lors de la première lecture, il a montré la volonté qu'il avait de ne pas écouter. Juste un exemple qui nous tient à cœur, nous, au Parti Socialiste, c'est dans l'amendement qu'avait porté Nicole Bonnefoy à travers la proposition de loi qu'elle avait faite sur l'indemnité des victimes dues aux produits phytopharmaceutiques. Quand elle a présenté cet amendement en première lecture, le gouvernement, la personne de M. Travers, avait refusé. Je rappelle surtout qu'il a été voté à l'unanimité du Sénat, ce fonds d'indemnisation. En plus. Et là, c'est avoir peu de respect que sur la Haute Assemblée, parce que justement, il avait été voté à l'unanimité. Pourquoi, selon vous, le gouvernement, la majorité gouvernementale, ont adopté cette position radicale de rejet complet des propositions, des améliorations du Sénat? Mais je ne sais pas, peut-être veulent-ils affirmer leur force qu'ils ont au niveau de l'Assemblée nationale. La Constitution telle qu'elle est faite donne raison toujours en dernier lieu à l'Assemblée nationale. Peut-être ont-ils voulu profiter de la situation. Ce qui me gêne, c'est que, bon voilà, ils se targuaient de représenter la société civile. Mais je vois qu'ils sont aujourd'hui éloignés du terrain, parce que au niveau du terrain, on sent très bien, et par rapport à cette loi, les deux principaux syndicats, que ce soit la FNSEA ou la Confédération paysanne, rejettent quand même le texte. De la même manière, sur l'amélioration du revenu agricole, qui était une des parties importantes de ce texte, il n'y a eu aucune amélioration, rien n'a été retenu. Mais disons que la volonté au départ, et je l'ai souligné dans mes propos, et je suis sincère quand je le dis, en tout cas, c'est comme ça que je vois l'élaboration de la loi. C'est-à-dire, avant de sortir un texte, on fait les états généraux comme ils l'ont fait de l'alimentation, en mettant autour de la table toutes les parties prenantes, en essayant de définir un diagnostic, en définissant les enjeux et en proposant des solutions. Donc tout ça, ça partait d'un très très bon sentiment. D'ailleurs, j'ai participé aux ateliers des états généraux et j'ai trouvé que c'était très très intéressant. Après, quand il s'agit de concrétiser ces états généraux, c'est là qu'on a vu qu'ils avaient une ligne qu'ils suivaient sans tenir compte, effectivement, des propositions des uns ou des autres. Quand les députés En Marche, en nouvelle lecture, ont balayé d'un revers de main toutes les avancées votées par le Sénat, attendues visiblement par le monde agricole, vous venez d'en parler, est-ce que c'est justement sur ordre du gouvernement, selon vous? Mais nous, comment voulez-vous qu'on puisse traduire différemment cette façon de faire? On pense effectivement que c'est une volonté du gouvernement d'avancer à force forcée. Henri Cabanel, vous avez le sentiment que les agriculteurs ont été sacrifiés sur l'autel de la grande distribution? Sacrifier, peut-être, c'est un grand mot, parce que bon, ils le sont déjà. Mais la volonté de cette loi, me semble-t-il, était justement qu'ils reprennent un petit peu la main. Et cette loi, malheureusement, ne leur permet pas de reprendre la main, puisque, bon, voilà, nous avions déposé un amendement qui consistait à ce qu'il y ait une validation de l'Observatoire des prix et des marges, justement pour garantir une neutralité. Bon, là, ça a été balayé, et c'est la grande distribution qui va reprendre le dessus. C'est la bataille du pot de fer contre le pot de terre. Henri Cabanel, un autre sujet vous intéresse et vous interpelle, c'est l'interdiction du glyphosate. Vous êtes intervenu plusieurs fois à ce sujet. Selon vous, il est primordial de mettre en place une politique de traçabilité sur le glyphosate? Bien sûr. Je suis extrêmement choqué de la position de certains lobbies, certains citoyens qui sont ou pour ou contre. C'est pas comme ça que on réfléchit pas comme ça. Surtout quand on est parlementaire, où notre devoir à nous, c'est dans la décision que l'on va prendre, d'assurer la santé et la sécurité alimentaire des Français. Nous sommes dans une constitution où le principe de précaution prévaut.
il y a un doute sur le glyphosate, il faut en tenir compte et il faut arriver à l'interdiction. Mais je pense que l'interdiction, elle doit se faire au niveau de l'échelle européenne. Pourquoi? Parce que on ne peut... Donc vous êtes assez proche en fait de la position du gouvernement. Mais non, parce que le gouvernement, il veut l'interdire d'abord en France. Oui, la proposition qui avait été faite par le Parlement européen, qui me semble était une très bonne position, quand il s'est agi donc de renouveler le contrat de commercialisation à Monsanto, c'était de dire nous prolongeons 5 ans avec in fine une interdiction. La Commission n'a pas suivi la proposition du Parlement. En tout cas, la traçabilité est majeure et primordiale à vos yeux. Mais bien sûr, comment voulez-vous que dans un pays où nous signons des accords de libre-échange, où il y a des échanges internationaux sur des produits comme le blé, par exemple. Quand vous, madame, vous allez à votre boulangerie acheter votre baguette de pain, comment vous allez savoir si la farine qui a fait cette baguette de pain, elle est issue d'un blé français ou d'un blé étranger? Donc, oui pour l'interdiction du glyphosate, avec une politique de traçabilité qui permette aux consommateurs un acte d'achat transparent. Henri Cabanel, on va terminer avec un autre sujet qui vous concerne également, le statut de l'élu, les élus locaux. Vous êtes à l'origine d'une proposition de loi sur ce statut de l'élu qui fixe leurs droits et leurs devoirs, alors que les maires qui démissionnent, bien sûr, sont de plus en plus nombreux. Comment expliquer ce désespoir, j'allais dire, des élus locaux, des maires, tout d'abord ? Alors, le constat, on le voit cette année, effectivement, par rapport au fait qu'il y a beaucoup plus de démissions, mais la maladie avait déjà fait son œuvre depuis quelque temps. Il y a de plus en plus de responsabilités au niveau donc, des élus locaux qui, me semble-t-il, ne sont pas reconnus ni des citoyens, ni peut-être suffisamment du gouvernement. Et quand vous savez, quand vous dirigez une toute petite commune, qui sont quand même les plus nombreuses, dans les 35 000 et quelques communes que nous avons, il y en a quand même plus de 33 000 qui sont des communes de moins de 500 habitants. Mais c'est un véritable sacerdoce de vouloir diriger ces communes-là, avec un temps précieux qu'ils consacrent à leurs tâches et qu'il n'est pas reconnu ni en termes donc d'indemnité, ni en termes de responsabilité. Pour terminer, qu'est-ce que vous proposiez concrètement dans ce texte, dans cette proposition de loi? Qu'est-ce que ça changerait au statut de l'élu? Alors, au niveau des droits... C'est une reconnaissance avant tout? Oui, au niveau des droits, c'est le droit à la formation, le droit à la retraite, et au niveau des... Aujourd'hui, ce sont des choses qui n'existent pas? Qui existent mais qui ne sont pas suffisamment mises en avant. Le droit aussi d'un élu, quand il redevient simple citoyen, mais de retrouver l'emploi qu'il avait auparavant. C'est bien, et le statut aujourd'hui, il est fait comme ça pour les fonctionnaires, mais pour ceux qui travaillent dans le privé, ça ne l'est pas suffisamment. Et ensuite, donc, les devoirs, c'est le casier vierge pour les candidats. Hein, c'est quelque chose qui me tient à cœur, puisque j'avais déposé aussi une proposition de loi là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, il y a la défiance qui monte au niveau donc, des citoyens, entre les citoyens et les élus. C'est un moyen pour vous que le public retrouve, de reconquérir les électeurs, de retrouver la confiance. C'est normal aujourd'hui. Auprès des administrés. Lors de la dernière présidentielle, il y a eu l'affaire Fillon, donc les emplois fictifs. Dans les droits aussi, c'est de reconnaître donc les statuts réels des collaborateurs avec une fiche de poste et un salaire qui va avec. Donc l'éthique et la transparence. Merci beaucoup. Merci Henri Cabanel d'avoir été mon invité ce matin. Merci Henri Cabanel, sénateur socialiste de l'Hérault, d'avoir été le deuxième invité politique de cette émission. Voilà, on passe tout de suite à l'agenda dans un instant. Savérian, agenda dominé évidemment encore et toujours cette semaine par l'affaire Benalla. Tout à fait Cyril, mais tout d'abord à 8h30, c'est la mission d'information sur la réinsertion des mineurs enfermés qui présente son rapport objectif concilier éducatif, thérapeutique et répressif. Et vous le disiez Cyril, l'actualité aujourd'hui c'est bien sûr les nouvelles auditions dans l'affaire Benalla, audition à suivre dès 9h30 en direct sur notre antenne et d'ici quelques instants autour de Delphine Girard et de ses invités. Ce matin ce sont Michel Besnard, Jean-Paul Sellet et Alain Bauer qui seront
auditionné. Et puis à suivre également au Sénat aujourd'hui à 15h, Didier Migaud, le président de la Cour des comptes, qui sera auditionné par la Commission des finances, et bien sûr le projet de loi de finances, le budget 2019, mais également le budget de la sécurité sociale pour 2019. Alors on va terminer cette tranche avec la revue de presse, les unes de la presse quotidienne, régionale et nationale dans un instant. Je disais national avec la une de Libération aujourd'hui, bioéthique, ça bouge, Saveria. Oui, ça bouge. Dans son avis rendu hier, le Comité national d'éthique préconise la PMA pour toutes et la levée de l'anonymat des dons de sperme, mais aussi d'autres avancées comme la recherche sur les embryons ou la levée de l'anonymat. Dossier à lire donc dans Libération. La PMA pour toutes également à la une du Figaro. Aujourd'hui, partisans et opposants fourbissent leurs armes. Et puis à lire également un autre sujet dans le Figaro, Manuel Valls qui sort du bois. On en a beaucoup parlé, l'ancien Premier ministre qui a déclaré hier sa candidature à la mairie de Barcelone. Une page se tourne, mais peu de regrets dans la classe politique française, c'est-à-dire dans le Figaro. Le Figaro qui revient également sur l'Aquarius, la politique de Macron à l'épreuve de l'Aquarius. Le bateau avec ses 58 migrants va finalement accoster à Malte. À la une du Courrier de l'Ouest, les élus locaux, j'en parle à l'instant, réunis à Marseille, des élus en colère contre l'État qu'ils accusent de recentralisation massive. Parallèlement, la santé des collectivités s'améliore. C'est la Cour des comptes qui le dit. Voilà, et dans Sud-Ouest, dirigé par Jean-Pierre Dorian, la Cour des comptes qui distribue un satisfecit aux collectivités. Elles ont su encaisser le choc de la baisse des dotations, les dotations aux collectivités qui sont passées de 58 à 47 milliards d'euros de 2014 à 2017. C'est à lire dans Sud-Ouest. Aujourd'hui, Midi Libre qui revient également sur le drame de l'Aquarius. C'est l'histoire d'un homme, Amadou, un migrant guinéen qui a été sauvé par les équipes de l'Aquarius. Il raconte l'enfer de son périple. Un tout autre sujet à la une du Télégramme, la Sécu va mieux. Les comptes de la sécurité sociale sont à l'équilibre. Pour la première fois depuis 2001, la sécurité sociale dégagera en 2019 un excédent de 700 millions d'euros. En cause le coup de rabot dans les retraites, les allocations familiales ou encore l'assurance maladie. Et puis Saveria, on en parlait hier, Ouest France, dirigé par François-Xavier Lefranc, le rédacteur en chef, revient sur le rapport sur l'herboristerie. Un rapport présenté aujourd'hui, ce matin au Sénat, des recommandations qui pourraient réhabiliter un métier supprimé sous Vichy. Un autre sujet, l'armement de la police municipale à la une de Normandie-Le Havre. C'est un débat à couteau tiré. 2 députés En Marche ont remis à Édouard Philippe un rapport qui préconise de rendre obligatoire l'armement des polices municipales, sauf décision motivée du maire. Centre Presse s'intéresse à la fibre optique, un sujet qui vous concerne. Quand serez-vous raccordé, se demande votre quotidien. Une vingtaine de chantiers ont débuté en Aveyron pour relier d'ici 2022 tous les foyers au très haut débit. Centre Presse qui vous propose donc le calendrier secteur par secteur. À lire dans la Provence, Marseille, numéro 1 en province de la recherche scientifique. Avec près de 4000 enseignants-chercheurs, Marseille se classe en 2e position. Après Paris, le CNRS qui mise sur la région et l'université qui se renforce. Et puis on va terminer avec la Voix du Nord et cette histoire à lire sur le site de la voixdunord.fr. C'est une équipe du CHU de Lille qui a opéré un cœur grâce à l'hypnose. C'est une première dans la région Nord-Pas-de-Calais. Le patient, un homme de 88 ans, n'a reçu ni morphine ni anxiolytique. Et c'est une infirmière qui a accompagné ce patient tout au long de cette opération. Voilà, et on a eu un sujet dans le Journal des Territoires ce matin. Là-dessus, merci Saveria. Fin de cette tranche, fin de cette émission. Rédacteur en chef Michael Zamès, chef d'édition Alexandra Tirli et vous, Saveria Rojek, pour l'actualité parlementaire et politique. On se retrouve demain, mais tout de suite, c'est un rappel des derniers événements de l'affaire Benalla que l'on vous propose maintenant, que Jérôme Ravier de Public Sénat vous propose avant l'émission spéciale qui suit dans un instant avec Delphine Girard qui est là. Merci, à demain, merci de votre fidélité, au revoir. C'est une nouvelle révélation qui met à mal l'image qu'Alexandre Benalla souhaite faire passer lors de ses prises de parole. Loin du jeune homme carré et connaissant les règles de déontologie qu'il souhaite véhiculer, Mediapart révèle que l'ancien adjoint au chef de cabinet de l'Élysée s'est fait photographier avec son arme lors de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle.
Il était alors employé par l'équipe de campagne du candidat et la règle était claire pour l'ancien directeur de campagne. Je peux vous confirmer que M. Benalla disposait d'un port d'armes dans le cadre de la campagne présidentielle uniquement dans les locaux du siège de la campagne. Mais plus grave, Alexandre Benalla a lui-même reconnu devant les sénateurs que sa demande de port d'armes avait été refusée pour la campagne présidentielle. Sur le premier port d'armes est intervenue une décision de Frédéric Auréal, chef du SDLP, qui n'a pas souhaité que je puisse porter une arme pendant cette campagne présidentielle. Alors quand ils ont découvert le cliché, les sénateurs ont eu l'impression que toute la vérité n'avait pas été dite lors de son audition la semaine dernière. Nous avons entendu, je vois, j'entends, je lis. Et je constate que le champ des contradictions prospère. Ça démontre bien qu'il aurait menti également sur les questions relatives à son port d'armes. Donc la vérité officielle de l'Élysée n'est visiblement pas une vérité. Mais Alexandre Benalla a davantage péché par omission que par mensonge devant les sénateurs sur cette question du port d'armes pendant la campagne. Pour rappel, le parjure devant une commission d'enquête parlementaire est un délit passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.